Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au restaurant La Marmite, 13 rue de Lago, chez Georges Veille à Nîmes, juste derrière le square Antonin en gros. Nous accompagnent dans le cadre de cette émission pour leur coup de cœur et leur coup de griffe Philippe Orata. Philippe Orata, bonjour. Bonjour. Le véritable grognard, heureux de rencontrer enfin Franck Bellini, un Italien, comme lui, toi tu es d'origine italienne également. Jean-Luc Constant, le nouveau papy. Oui, moi je suis d'origine lozérienne. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Quant à Pierre Carpentier, ce dernier sera avec nous le 13 novembre pour l'émission sur les comités de quartier. Dédé Bonora nous rejoindra un peu plus tard dans la saison. Nous recevons un personnage qui aura marqué toutes les générations à Nîmes depuis de nombreuses années. Franck Bellini. Bonjour Franck. Bonjour. Un jeune homme de 84 ans. Voilà. Il a été membre du conseil d'administration de Nîmes Olympique de 1972 à 1982. C'est ça, oui. Puis, à l'origine, en 82 toujours, de l'association des anciens du Nîmes Olympique, C'est exact. qui est maintenant gérée par Patrick Champ. Patrick Champ, voilà. Pendant 20 ans, il a été à l'origine des manifestations du Printemps des enfants. Alors, dis-moi, il y a combien de temps que ça s'est arrêté, le Printemps des enfants? Il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans, ça faisait 20 ans. Et dis donc, l'avantage du Printemps des enfants, c'est que les industriels venaient à Nîmes, contrairement, par exemple, aux ambassadeurs qui sont montés à Paris. C'est ça. Ça permettait aussi de pouvoir ouvrir des possibilités à des artisans, à des industriels, de pouvoir trouver du travail également. Alors le but à la base, c'était le Lions Club qui organisait ça. C'est moi qui l'ai créé d'ailleurs. Et donc, on devait en fait recevoir d'un village avec des manèges, etc., des jeux. Parce que tout était gratuit pour les enfants. Tout était gratuit. Et en contrepartie, il y avait un village de partenaires qui étaient d'abord dans les Jardins de la Fontaine. Ça a duré 15 ans. Et puis ensuite, on est allé à l'Esplanade, aussi un site aussi merveilleux. Et là également, c'était un rendez-vous c'est-à-dire qu'on a chiffré à peu près 50 000 personnes qui étaient en 2 jours. Oui, sur le week-end. Ça se déroulait au mois d'avril. Voilà, oui. Fin mars, début avril. Je me souviens pour l'avoir animé, cette manifestation. Donc, le seul problème, si vous voulez, c'était un problème financier. Donc il fallait ramasser 40 000 euros pour financer tout ça. Et 40 000 euros, c'était de plus en plus difficile à trouver. Et comme j'étais tout seul avec mes copains, c'était moi qui ramassais l'argent, grâce à mes relations, je pouvais marcher, mais au bout de 20 ans, j'ai dit assez, c'était épuisant et pratiquement plus infaisable. Et personne n'a voulu prendre le flambeau. Et personne n'a voulu prendre le flambeau, naturellement. Bon, il faut rappeler également que depuis 1988, tu es président de l'Association des Italiens. C'est ça. Oui, j'ai créé en 1988 l'association Arcobaleno, Arc-en-Ciel, qui réunit les Français de descendance italienne. Le but, c'est de se rencontrer, de parler de nos ancêtres, de vivre des moments intenses entre nous. Et c'est quand même une association exceptionnelle, parce que on est maintenant 100 quand même. En plus, depuis 2 ans, on a créé le club des femmes à côté. À côté, pas ensemble. Pas ensemble. Ça fait partie de la même système, mais chacun dans son camp, comme disait l'autre. Mais non, le fait, c'était, je voulais garder cette entité de base qu'on avait créée, et ça allait bien à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, toi, de tout ce qu'on vient d'énumérer là, concernant l'activité qu'a eu Franck Bellini, parce que c'est important, enfin c'est important, oui, pour les anciens Nîmois, pour les Nîmois, les jeunes se rappellent de toi également, parce que le Printemps des enfants... ils sont tous passés, tous les maires sont passés. Tous les maires. Donc Clary, qui a été extraordinaire, d'ailleurs, oui. Tous les maires sont passés, ils nous ont aidés, parce que sans eux, ça ne pouvait pas se faire. D'accord. Vous voyez? Et je me rappelle, Alain était toujours là, le premier. Il y avait Alain, il y avait forcément, il y a eu Bousquet, puis il y a eu Fournier, puis ils sont tous passés. Toujours est-il qu'on avait vraiment fait quelque chose d'assez remarquable, parce que tout le monde
étaient là pour participer. Mais je m'en souviens très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Moi, je peux en penser du bien, mais je ne connaissais pas. Le seul Bellini que je connais, moi, c'est le cocktail vénitien extraordinaire, c'est-à-dire du prosecco avec de la pêche. Hein. Absolument, Ça, absolument. c'est absolument splendide. Voilà. Eh oui, Après, c'est c'est un parcours associatif, élu, bon, c'est bien. C'est ceux qui se donnent un peu aux autres, quoi. Tu as connu, toi, Jean-Luc? Oui, mais moi j'ai une question justement à M. Bellini là, à lui poser concernant. Vous étiez au conseil d'administration de Nîmes Olympique, sous l'ère Calabo pratiquement. Oui. Voilà. Et après est arrivé Bousquet. Est arrivé Bousquet en 82. Voilà. Et là, je suis devenu, avec Bousquet, vice-président. Et moi, voilà, je voulais savoir, parce que moi personnellement, je pense que l'ère Bousquet, quand il est arrivé à Nîmes Olympique, ça a cassé la dynamique de Nîmes Olympique. Le centre de formation, il n'y en avait pratiquement plus après. Il a pris des joueurs. C'est vrai qu'il y avait des noms sur la liste, sur les licences, il y avait des noms, les Cantona, les Vercuis, les Blancs, mais il n'y avait plus l'âme de Nîmes Olympique. Et je trouve que ça a cassé et que ça a mis des années, on revient petit à petit à l'âme qu'il y avait avant de Nîmes Olympique. Parce que Qu'est-ce que vous en pensez, non? Moi j'en pense, non, je ne peux pas être d'accord. Parce que d'abord, Jean Bousquet, quand il est venu en 82, c'était parce que je l'avais contacté, parce que la belle histoire, c'est que en 82, le bureau communiste de l'époque, les conseillers municipaux, donc là, ils étaient 4 ou 5, je vous les citerai de mémoire, je ne sais plus, et ils nous avaient demandé que je prenne la présidence des Nîmes Olympiques, 82, à la place de Calabo. Et donc en 82, moi j'avais une entreprise à l'époque, j'avais 300 salariés, donc j'avais quand même une grosse responsabilité. à Montfrein, elle était toi. À Montfrein. Et puis en plus, comme j'étais depuis 10 ans à Nîmes Olympique, je savais ce que c'était que le football, mais aussi ce que c'était que le fric. Et je ne voulais pas me mêler d'une histoire de fric là au milieu. Donc j'ai appelé Jean Bousquet, qui m'a dit ok, je viens. Et c'est comme ça que Jean Bousquet est arrivé à Nîmes. Maintenant, après si vous voulez, quand vous disiez qu'il y a eu le centre de formation, c'est pas vrai. Parce qu'on a eu la chance d'abord d'avoir un comité nîmois extraordinaire. Le comité qui était composé de Cusy, Bertrand, Grambach, Pérez, et il y en avait, on était 8, si vous voulez, Sagnard. Donc c'était des gens de Nîmes, des vrais Nîmois, qui défendaient le club. Mais et alors, entre parenthèses, il y avait un gars qui était le patron, dans notre groupe, le patron du centre de formation. Le centre de formation marchait bien, mais si vous voulez, c'est vrai que Bousquet voulait faire une grande équipe, c'est pas en partant du centre de formation de l'époque. Il était pressé. Avec les joueurs qu'il y avait qui n'avaient pas la hauteur, voulait faire une grande équipe. Et puis après, Jean Bousquet, c'est Jean Bousquet, je ne reviendrai jamais là-dessus. C'est vrai que je l'ai servi, enfin, j'étais resté avec lui, si vous voulez, 14 ans, c'est pas rien, si vous voulez, et le patron du stade aussi, donc j'organisais tous les matchs. Mais ceci dit, si vous voulez, c'était Jean Bousquet, et puis il fallait se l'appeler, d'accord. C'était pas quelqu'un de facile, mais qui avait du tempérament. En plus, si vous voulez, c'est vrai que cette histoire de Bousquet, hormis Nîmes Olympique, et c'est vrai que ça brillait, mais c'est vrai que c'était du fric, c'était bon. Et ça, c'est parti comme ça. Nous allons rester dans le sport et à Nîmes notamment. Le Tour de France cycliste va passer ici à Nîmes, il va rester 3 jours. Un dossier mené, je vais pu lire, de main de maître par l'adjoint au maire, c'est-à-dire Julien Plantier. Alors, j'ai commencé à travailler avec Christian Prudhomme, disait-il. Maintenant, je comprends qu'il n'ait plus le temps à me répondre, puisque pour ma part, je l'ai invité, et tu le sais, Philippe, je l'ai invité à plusieurs reprises. Alors, je sais que tu es très attaché aux cyclistes, hein, et notamment au Tour de France. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas un problème de cyclisme. C'est vrai qu'avoir le Tour de France 3 jours à Nîmes, 3 ou 4 jours, je crois, d'ailleurs, tu as une journée de repos, ils sont à Nîmes. Évidemment qu'on va parler de la ville. Pour l'économie locale, c'est important. C'est tellement évident. Et ça coûte moins cher d'ailleurs que, si j'ai bien lu, ça coûte moins cher que le Tour d'Italie. Ça va coûter moins cher à la ville que le départ du Tour d'Espagne de l'année dernière. Beaucoup moins cher. Donc on peut s'en féliciter, ça. D'accord. Donc, alors vous savez qu'un nouveau journal est sorti
Il s'appelle Sans filtre. Il est distribué gratuitement au magasin Van Gogh. Vous verrez, il décortique l'actualité également, un petit peu comme nous faisons ici. Bien, alors passons sans attendre sur ton coup de cœur et ton coup de griffe. Car tu veux débuter par quoi? Par un coup de cœur ou un coup de griffe, Philippe? Je veux bien commencer par un coup de cœur parce qu'on n'en parle pas. Oui. Vous savez très bien que les Nîmois et les Gardois sont rebouchiers, c'est-à-dire ils sont jamais contents, c'est ça que ça veut dire, hein. Même si je suis Nîmois depuis 15 ans. Il y a une nouvelle que j'ai lue la semaine dernière qui est tout à fait importante, c'est ce qui se passe en ce moment chez Perrier. Perrier, c'est la plus grosse boîte du Gard, hein. Il y a 1000 salariés aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ou 6 ans, Perrier allait très mal, l'usine d'embouteillage était menacée, la fermeture du site était aussi programmée, enfin c'était pas très clair. Aujourd'hui, il y a une nouvelle direction générale de Perrier qui dépend de Nestlé évidemment, où le site de Vergès est conforté comme étant le point de départ de toute la politique de l'entreprise, et ils viennent la semaine dernière de réouvrir une ligne Vergès-Fos-sur-Mer, qui existait depuis 120 ans mais qui avait été fermée il y a 6 ou 7 ans. Et cette ligne va permettre tout le fret à l'exportation va se passer à travers cette ligne de chemin de fer Vergès-Fos-sur-Mer, en sachant que il y a 15 000 containers par an qui vont passer par cette voie-là, ça va supprimer 2700 camions par an sur la RN 113. Oui. Donc c'est tout à fait important. Ils s'inscrivent dans un mouvement de développement durable. Ils veulent 200 personnes recrutées très prochainement et 150 en plus jusqu'en 2020. Donc là on est sur des emplois durables, dans une politique durable, et le groupe vise 0 impact environnemental d'ici 2020, et ça commence à Vergès. Donc je crois qu'il faut le dire, parce que c'est une boîte qui, là, se comporte en ce moment de manière exemplaire. Et Perrier, c'est quand même une boisson, je veux dire, moi j'ai beaucoup voyagé, hein. Perrier, c'est une marque qui compte. Aux États-Unis, par exemple, c'est un luxe que de boire. Aux États-Unis et au Canada, c'est 45% de leur exportation globale. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu quand même, il y a quelques années, 540 licenciements. Hein. Non, mais ça allait très mal à une période. Et aujourd'hui, le site de Vergès est conforté comme étant le point de départ de la stratégie. Ils veulent d'ailleurs atteindre 2 milliards de bouteilles en 2020. On est à 1,5 milliard aujourd'hui de Vergès, produits à Vergès. Ouais. Donc cette ligne de chemin de fer, c'est tout à fait important parce que là, ils ont fait quelque chose de développement durable, quelque chose d'intelligent. Bien. Donc ça, c'était ton coup de cœur. Je crois que Jean-Luc a plutôt des coups de griffe, toi, hein, me semble-t-il. Depuis la semaine dernière, oui. Tu es en colère. Oui, voilà. Oui, depuis la semaine dernière. Suite à l'article qui est apparu à l'entretien de Carole Delga dans Midi Libre du 25 octobre. Donc elle a un peu parlé de tout. Et je suis tombé par hasard où elle parle du fameux parc de loisirs, parc d'attractions et de loisirs. Donc elle dit que, je la cite, hein, on a besoin d'une dizaine d'hectares, un lieu bien placé par rapport aux infrastructures de transport. Il faut un thème comme les comptoirs phéniciens, la romanité. Et elle pense que cela doit être dans le Languedoc-Roussillon, en particulier dans l'Aude ou dans l'Hérault. Voilà, ça c'est ce qu'elle a déclaré à Midi Libre. Mais tu as eu un article également Et hier, j'ai lu l'article concernant l'Aglo, qui eux parlent du parc de loisirs, qui sont en contact avec la région. Alors je ne comprends plus, je ne sais pas. Donc ça va te réconcilier avec Yvan Lachaud, non? Mais j'aimerais bien que ça me réconcilie, mais il faudrait savoir est-ce que c'est dans l'Aude ou dans l'Hérault, ou est-ce que c'est chez nous. Moi je le vois très bien à Magna-Portée. Je le rappelle encore une fois, on est dans l'axe du Rhône, on est entre l'Espagne et l'Italie. Je rappelle qu'à Perpignan, il y a Port-Avat-du-Raz qui est à moins de 2 heures. Dans l'Aude, nous avons la réserve africaine, qui est... De l'autre côté, on a Mariland, tout ça. C'est le seul endroit où il n'y a vraiment pas de parc d'attraction. Et on est vraiment bien placé. Alors je voudrais que les élus, que ce soit M. Bouade, Lachaud, Fournier, c'est bien joli qu'ils se mouillent à la veste pour le Tour de France, mais il faudrait aussi qu'ils se mouillent à la veste pour ce fameux parc. Oui, il y a quelque chose à dire, Franck. Forcément, je suis resté 4 ans à la Chambre de commerce, du temps de la présidence de
de Douai. Et c'est vrai que ce projet avait été mis sur les rails grâce à Caligny d'ailleurs, Jean-Loup Caligny, qui avait prévu ce dossier. Et puis finalement, personne n'a suivi, je veux dire, dans la course. Et la main avait été passée à l'aglo, à Yvan Lachaud à l'époque. Donc je vous parle, moi, de 4 ans. Vous voyez. Moi, je vais vous dire, parce que cette idée de parc de loisirs, il y a très très longtemps que je l'ai eue, et j'avais appelé le département, à ce temps-là c'était M. Allary, je crois que c'est en 2009. Et j'ai eu le secrétariat de M. Allary, et on m'a répondu, ça ne nous regarde pas nous, il faut voir la mairie de Nîmes. J'ai appelé la mairie de Nîmes, on m'a dit, ça ne regarde pas nous, ça regarde le département. Et je vous parle de ça en 2009. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était à peu près la période où il y avait l'idée était lancée par la Chambre, parce qu'il y a eu un dossier, très important qui a été présenté. Qui a sûrement été freiné, on ne sait pas par qui alors. Ça a été. Qui a été freiné vraisemblablement. Alors, ça a été freiné parce qu'on n'a pas cru au projet. En fait, vous savez, l'ambition, il y en a qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Mais tu avais quand même quelqu'un qui a su dynamiser son département et sa ville, c'est quand même Fraîche à l'époque. Oui. Lui, il a su dynamiser. C'était un autre personnage. C'était un autre personnage, mais faut-il être un personnage haut et en couleur pour pouvoir réussir à élever sa ville? Vous savez, la différence, c'est que Fraîche, à l'époque, tenait la région. Ouais. Maintenant, c'est plus lui. Et qu'à Nîmes, j'ai peur qu'on n'ait pas droit totalement où j'habite. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est ce que je disais lorsque nous avons reçu Olivier Jalaguier. Je disais, le département du Gard est un queue du poisson, tout simplement. Donc, on favorisera sûrement beaucoup plus l'Hérault, l'Aude et d'autres départements que le Gard. Ça a toujours été comme ça. Et je rappelle que si ça avait été de l'autre côté PACA, comme beaucoup voulaient aller, ça aurait été exactement la même chose. Hein. On était de l'autre côté, on était un queue aussi. Pire peut-être. Oui, ça aurait été pire. Pour moi, ça aurait été pire. À mon avis, parce que... Bon, et tu étais en colère également concernant la gauche limoise aussi. La gauche limoise, et puis tu as le Ouigo également, le fameux. Mais la gauche limoise se bat pour le Ouigo, a fait tout un pataquès pour le Ouigo. Encore, j'ai vu pour la gare, il faut qu'ils se mettent dans la tête que c'est fini, c'est fait. La gare, elle sera implantée à Manuel Rodessin. Il faut qu'ils arrêtent de dire. Voilà. Oui, mais excuse-moi. Apparemment, il n'y aura pas de troisième voie. On a dit non, ça coûte entre 12 millions et 20 millions d'euros. La troisième voie servirait à transporter les passagers de la gare du centre-ville. Bon, la troisième voie, je suis contre. Il y a déjà une voie qui ira directement à la gare. Il y a cette fameuse voie qui existe et qui est déjà. Ouais. Je préfère qu'ils fassent une infrastructure routière bien comme il faut, avec des navettes. Avec des navettes. Voilà, bien sûr. Mais la gauche limoise aussi, je voudrais qu'elle se bouge, surtout pour Mania Porta. On ne sait toujours rien sur Mania Porta. Laquelle gauche limoise? Socialiste, tout, communiste, écologiste, communiste, socialiste, les radicaux. La France insoumise, on ne les entend pas sur Mania Porta. Alors je ne sais pas pourquoi, personne ne veut en parler, on a peur ou quoi? Tu veux prendre la parole, Philippe? Non, moi j'ai deux choses à dire, mais sur autre chose. Donc là, on en parlera tout à l'heure. Je laisse. Tu laisses continuer. Oui. Ok. On est un département sinistré. On est une région sinistrée, on a l'occasion peut-être de faire quelque chose. Alors quand j'ai lu les articles de l'AGO là, qui veulent attirer, c'est bien joli de vouloir attirer, mais il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas le dire. Donc, oui, vas-y Franck. Non, je dis qu'il faut le prendre en main, mais c'est toujours pareil. Bon, ça tombe bien, on pourra demander l'avis des personnes de gauche et du centre, puisque nous les recevons jusqu'à la fin de l'année, nous recevons ces gens-là, donc on ne manquera pas de leur poser. On leur demandera. Surtout que sans créer la polémique, mais nous lui en parlerons. Donc Philippe, tu avais un coup de cœur ou un coup de griffe là? J'ai deux coups de griffe finalement. Encore. Qui se rejoignent quelque part parce que ça touche à ce que j'appelle d'ailleurs la non-politique culturelle de la ville de Nîmes. Vous savez tout ce que je pense de la politique culturelle de la ville de Nîmes, qui n'existe pas. Qui n'est pas calqué sur la politique sociale de la ville. On a appris hier soir, et là ça fait partie du mauvais côté de la ville, de celui que je déteste, que le directeur de la SPL Culture et Patrimoine, donc la SPL c'est une société publique locale, contre laquelle j'ai eu l'occasion à diverses reprises, moi, de dire que je n'étais pas d'accord avec ça, parce que c'est l'opacité, ça permet d'évacuer les fonctionnaires territoriaux et de recruter qui on veut.
Tu parles de Bernard Riac, là. Non, mais là, je parle de la SPL. Bon, on a appris hier, grâce d'ailleurs à la Gazette Live de François Viard, que je remercie de cette information, que le directeur, qui avait été recruté en mars, qui s'appelle Bernard Riac, a démissionné de la direction générale de la SPL Culture et Patrimoine. Et Donc, qui est-ce qui gère tout ça? C'est pas Franck Proust? Franck Proust, c'est le président, mais il y a un directeur général qui assume la totalité des tâches hors présidence. Donc cette SPL Culture et Patrimoine, elle gérait le musée de la Romanité. Alors, quand on sait que le musée de la Romanité, c'est quand même un des plus beaux musées de France, moi je m'interroge sur les causes du départ de Bernard Riac, parce qu'on s'en va pas au bout de 9 mois quand on a un outil comme ça qui n'a pas du tout été évalué parce que c'est sa première année d'existence. D'autant qu'il n'y a aucune information sur son départ. Il n'y a aucune information. Et la SPL, j'ai regardé sur Internet ce matin, il n'y a rien, il n'y a pas de site Internet, on ne sait pas combien il y a de salariés, on ne sait pas. C'est l'opacité totale. Mais ça, c'est la stratégie, c'est la mauvaise stratégie du maire de Nîmes, c'est-à-dire opacité, opacité, opacité. Quand son directeur de cabinet est parti, on n'a jamais su pourquoi. Et là, le directeur de la SPL, c'est une SPL assez prestigieuse quand même, parce qu'il n'y a pas que le musée de la Romanité, il y a aussi l'abbatiale de Saint-Gilles dans cette... Donc il est parti. Il n'y a rien ce matin sur Midi Libre. Il y a eu cette information de François Viard hier, et voilà, et donc il va s'en aller. Et il y a un nouvel... D'ailleurs, on passe par un cabinet de recrutement pour son recrutement. Ça tombe très bien, moi je connais parfaitement le PDG de ce cabinet de recrutement, parce que c'est un copain à moi. C'est la même annonce qu'il y avait d'ailleurs il y a un an. Donc on va changer de directeur de la SPL, Culture et Patrimoine. Alors quand on sait déjà qu'il y a eu l'épisode de la direction de la communication, où on voulait y placer la conjointe du directeur de cabinet du maire, tout ça, ça a fait flop. On s'en dit quand même que c'est un sacré pataquès et que c'est pas clair. Moi, ce que j'aimerais savoir en tant que citoyen, c'est pourquoi il est parti. Est-ce que c'est par des conflits avec le président? Est-ce que c'est par... bon, voilà, c'est tout. Un peu comparable à la directrice, à la directrice du conservatoire. Alors, le conservatoire, c'est un peu pareil. Il y a deux choses au conservatoire. La directrice du conservatoire, qui est une professionnelle reconnue, parce que moi j'ai toujours été dans les milieux culturels, dans tous les postes que j'ai eus, elle était parfaitement reconnue dans la profession, elle a été suspendue, elle est partie à la DRAC. Bon, elle est remplacée aujourd'hui par un homme, mais qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les titres pour pouvoir diriger le conservatoire de Nîmes. Première donnée. Et le conservatoire de Nîmes, vous savez tous qu'il y a eu quelque chose d'absolument aberrant qui s'est passé juste après d'ailleurs l'inauguration du musée de la Romanité. Moi j'ai toujours dit, le maire de Nîmes, heureusement qu'il était là pour qu'il y ait le musée de la Romanité. Dans le mois qui suit, on fout en l'air toutes les structures du conservatoire, on fait passer, les tarifications sont doublées pour ceux qui ne sont pas nîmois. Alors que d'ailleurs, ils ne sont pas nîmois, mais ils sont dans l'agglo, la majorité. De 120 à 900 euros. Hein. Bon, on fait payer beaucoup plus cher ceux qui sont hors de Nîmes. 120 euros, non, mais c'est de la folie. 900 euros maintenant. Alors hier, l'association de parents d'élèves a fait une lettre ouverte au maire, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est trop longue, une lettre ouverte au maire, et il dénonce le fait, ça fait déjà 7 mois que ça dure, hein, l'association de parents d'élèves, elle a été gentille, c'est pas des gauchistes, c'est pas des communistes, ce sont des parents d'élèves qui se sont insurgés contre les mesures prises. Ils sont reçus par personne, l'administration ne veut pas les recevoir, le directeur de cabinet ne veut pas les recevoir, le directeur général des services, c'est le seul à peu près avec qui ils entretiennent un semblant de liaison, et le maire, naturellement, ne veut pas les recevoir. Et Valade, naturellement, Valade ne veut pas les recevoir. Bon, ça, c'est évident. Donc, il y a toujours cette panique au niveau du conservatoire, parce que les premières factures vont arriver dans les familles. Il y a une lettre qu'avait faite Catherine Bernier-Boissard à la ministre, qui n'est plus ministre aujourd'hui, et elle avait transmis le dossier à une de ses directions, parce qu'il y a quand même des choses... les collectivités territoriales fixent les droits d'inscription selon un barème permettant l'accès le plus large possible à toutes les populations concernées, y compris les plus défavorisées. C'est une charte de l'enseignement. Bon, on est en pleine purée dans ce dossier du conservatoire. Alors, s'ajoutant à celui du départ de la SPL, on se dit que ça fait beaucoup, là. Dans les services culturels municipaux, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et le dire, c'est pas être méchant, c'est le constater. Tu as quelque chose à dire, Franck? Non. Jean-Luc. Ah ben là, sur cette information, non, parce que
Je ne savais pas du tout. Ça s'est passé hier soir? Oui, et on a eu l'article hier après-midi. Hein. Non, mais je n'étais pas au courant non plus. Donc voilà, en ce qui concerne le conservatoire, effectivement, c'est bon. Il y a 5-6 mois, c'était avant c'est en mai-juin. C'est en mai-juin. Hein. Le conservatoire, c'est juste avant l'inauguration du musée. Que le musée, c'est récent. Hein. Donc il a été. Le musée, c'est d'hier. Voilà, où il a été remercié, où il est parti. Voilà. Et s'il est parti, on ne sait pas. On aimerait bien avoir des informations. S'il a trouvé un poste plus prestigieux que ça, enfin, trouver quand même une SPL avec le musée de la Romanité qui a été loué dans le monde entier. Il y a eu des articles dans le monde entier. C'est quand même un peu spécial. Donc, Franck Proust, si tu veux venir en parler ici, il n'y a aucun problème, nous t'accueillerons, comme on accueillera tous les élus municipaux de la garde rapprochée de Jean-Paul Fournier. Donc voilà, je parlais tout à l'heure de l'adjoint au sport. C'est vrai, ça fait 3 fois que je l'invite, il ne me répond même pas. Mais il y a une opacité de l'information au niveau des élus, les républicains. Opacité totale de l'information. Opacité totale de l'information. Jean-Luc. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu avais un petit coup de cœur quand même. Mais non, je n'ai pas trouvé cette semaine. Tu n'as pas un coup de cœur? Ben moi, j'ai un coup de cœur pour toi, c'est que tu es devenu une nouvelle fois papy. Ah oui, oui. Ça, c'est quand même un grand coup de cœur. C'est Oui. la plus belle des choses qui puisse exister. Un petit Maël. Un petit Maël. Ah oui. Et donc, et les champignons sortent également en Lozère. Ah. Ah, Ça ne sera pas encore une année exceptionnelle. ça va. Non. Donc, il y a également le développement local qui est fait. Vous savez que les commerçants souhaitent vraiment se mobiliser. Il y aura une réunion le 7 novembre à l'Atria, car les commerçants ne veulent pas se satisfaire de ce qui a été proposé, c'est-à-dire les 2 heures je pensais à toi que hier on en a parlé, les 2 heures de gratuit. Parce qu'à un moment donné, où tu retournes, si tu n'y retournes pas, tu attrapes une amende. Donc c'est un souci. Et il y a également la gratuité des cars, ne serait-ce que pour le week-end, pour redynamiser le centre-ville. Et les commerçants se réunissent le 7 novembre à la Tria pour justement parler de tout cela. Merci Jean-Luc. Ça, il fallait le souligner également. Le stationnement dans les cuissons. Et Yvan Lachaud, concernant le commerce, le président de l'AGLO, est favorable à des négociations avec des enseignes nationales pour qu'elles implantent des commerces de proximité dans le centre-ville. Et là, c'est là où c'est embêtant. Parce que tu as même Carrefour qui s'est implanté. Tu as toute la grande distribution qui va s'implanter à la place d'un petit commerçant. Et ça pourrait être un coup de gueule. Il faut faire attention parce que justement hier, il y avait j'ai vu une émission dans le journal de France 2 sur ces fameux drives qui font en centre-ville. À pied, ils appellent ça le drive à pied. Oui. Oui. Ils vont taxer, c'est ça, non? Non, il y en a de plus en plus et c'est Carrefour et Intermarché. Leclerc, Intermarché, toute la grande distribution, si tu veux. Le prix sera relativement comparable à une grande surface. Tu commandes sur Internet et tu vas le chercher dans le centre-ville. Dans le centre-ville. Oui. Et c'est là où peut-être que les commerçants pourraient dynamiser Internet et proposer les mêmes choses. Il ne faut pas attendre maintenant. Et proposer les mêmes choses que la grande distribution propose. Voilà ce que je voulais signaler. Toi, tu vas avec quelque chose. C'est tout, Jean-Luc? Oui. Moi, j'ai un autre coup de cœur parce que qui va dans le sens de mon coup de cœur pour Perrier. Là, j'élargis à Nîmes. Hein. J'ai vu qu'il y avait dimanche dernier la foire des oignons doux et des pommes des Cévennes. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve extraordinaire qu'une région que l'on disait pauvre, fermée, arrive aujourd'hui à assumer une production qui est reconnue nationalement. Voilà, la dernière fois que j'étais à Paris, j'étais dans un marché à Saint-Germain-des-Prés, il y avait des oignons doux des Cévennes, c'était marqué oignons doux des Cévennes, distingués de tous les autres oignons des gars. Donc, moi, je salue tous ceux qui travaillent dans cette filière-là, qui font honneur aux Cévennes, et puis honneur au département du Gard. Ah oui, moi, j'y suis allé il y a une paire d'années, c'est une manifestation qui est très bien. Et ici, c'est l'occasion, je veux revenir là-dessus, la fameuse fête de la soupe à Florac, où je suis allé aussi, c'est très très agréable. Tu connais Non, moi je connais uniquement la fête de la châtaigne. Oui. Et la fête de la figue. Oui, Elle est à Vézénombre. À Vézénombre, ouais. C'est bien, nous sortons un petit peu de Nîmes. C'est vrai que c'est intéressant. Pour mettre à l'honneur. Et puis, il y a une chose importante également qui m'a peiné, c'est ce fameux moulin à olives qui a fermé à Saint-Césaire.
Ça y est, il n'a plus de budget, il ne peut plus. Il n'avait pas un potentiel suffisamment important pour pouvoir faire tourner son moulin. Et ça, c'est grave aussi. Ça, c'est grave. Personne derrière pour prendre ce... Voilà. Donc, je voulais te dire également quelque chose. Nous avons déjeuné avec Gisèle et Jacques Kemp, et nous avons donc des amis en commun, puisque toi, tu es le parrain de sa fille, de Gisèle, et de Jacques Kemp. Oui. Il nous a longuement parlé de toi. Voilà, tout simplement, je voulais te le dire, et je voulais saluer également Gisèle et Jacques Kemp. Moi, j'ai un coup de cœur. Allez, vas-y, un coup de cœur, Franck. Non, parler du club des Italiens. Oui. J'ai été en 2009 nommé par le ministère des Affaires étrangères italiennes comme vice-consul d'Italie dans le Gard et dans l'Hérault. Dans le Gard d'abord et puis ensuite dans l'Hérault. En fait, ce n'est pas un vice-consulat, c'est un correspondant consulaire, mais qui a le même rôle, si vous voulez. Et je voudrais surtout dire que grâce à ça, je peux m'occuper de la totalité des Français de descendance italienne dans cette région. D'accord. Et c'est quelque chose dont je l'Hérault et le Gard. L'Hérault et le Gard. Quand je m'occupe continuellement. Demande de carte d'identité, demande de passeport, de tout ce qui est administratif. Il faut savoir que le consulat général d'Italie a deux régions maintenant, le haut et le bas. Le sud, c'est-à-dire la moitié de la France, le sud, est commandé par Marseille. Donc, et le reste est commandé par Paris, par le consulat, l'ambassade. D'accord. Donc, énorme depuis 2-3 ans, énorme cercle, si vous voulez, où il est impossible maintenant de joindre quelqu'un à Marseille dans ces conditions. Donc, facilement, alors là, je suis à disposition, jour et nuit, presque, pour faire ça, et je me passionne mais ça m'étonne pas de toi. Pour m'occuper des gens, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et donc j'ai beaucoup d'anecdotes, d'ailleurs, que je pourrais raconter. Dis donc, il y a une fête qui va s'organiser au mois de décembre, non? Alors oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, l'association Arcobaleno, c'est une association qui, au départ, c'était la réunion de 4 fois par an, on se réunissait pour manger un plat de spaghetti. Voilà, c'était la base, il y a 30 ans. Et puis ça a pris une certaine tournure, et puis maintenant on s'occupe beaucoup plus de personnes et de choses intéressantes. Et chaque année, nous faisons le repas de Noël, enfin, comme dit en fait, on appelle le repas de Noël, mais en fait c'est aux environs du 14 décembre. D'ailleurs, ça sera le 14 décembre, et on réunit les Français, toutes les personnes, les couples qui souhaitent participer à cette fête. Alors cette fête, c'est naturellement très protocolaire, il y a le consul général, il y a les personnalités, et puis ensuite il y a effectivement qui veut venir, parce qu'on invite tout le monde, et avec les hymnes, quelque chose de très protocolaire. Alors il y a le côté protocolaire, les hymnes d'abord, le respect, le discours de ce genre, et puis la fête, la soirée. Avec ça se déroulera où, ça, exactement? Au Grand Hôtel. Au Grand Hôtel. Le 14 décembre. Ben voilà, au Grand Hôtel, nous avons fait à plusieurs reprises des émissions. Donc, le C'est 14 décembre. Donc, pour des renseignements, comment fait-on? On On téléphone directement au Grand Hôtel, alors? On téléphone surtout moi. Mais À toi, Franck Bellini. Voilà. Ben, la nuit, 24h sur 24, vous pouvez. Toi, tu n'as pas droit. Hein, Moi, je suis autrichien, j'y ai pas droit, mais toi, presque, ça te fait plaisir d'avoir rencontré Franck. Ah ben, moi, Franck Bellini. Non, l'avantage, c'est que c'est une réunion d'amis. Voilà. Et on ne parle que de famille, on ne parle que de nos parents, ce qu'ils ont fait. Et alors, le 14 décembre aussi, nous sortons pour le trentenaire un livre, qui aura de 150 pages, qui raconte la vie de beaucoup d'émigrés qui se sont arrivés, comment ils se sont installés, comment ils ont réussi, etc. Très très beau livre. Dans les mines également, du côté d'Alès, ils étaient présents. Hein. Non, mais il y a aussi... moi, je m'appelle Roata, et j'ai le général en chef de Mussolini, s'appelait Roata. Et j'arrive pas à faire le lien, est-ce qu'il y a un lien entre ma famille et lui? Ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il était quand même plutôt fasciste. Hein. Bon. Naturellement. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de le voir au travers du consulat, si vous voulez. Ah ben voilà. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir. Donc tu te mettras en rapport avec Franck alors? Oui, oui.
Eh bien écoutez, voilà, cette émission, tu as quelque chose à rajouter, Non, Jean-Luc? non. On souhaite une bonne santé à Dédé, Dédé Bonora. Et donc, comme je vous disais, merci encore une nouvelle fois, l'œil qui brille, Benjamin Baron. Merci, ça m'a fait particulièrement plaisir, Franck, que tu viennes dans l'émission On en parle de Nîmes. Merci d'être venu. Ben, ça a été un plaisir. Parce que moi, j'avais eu l'occasion de te recevoir en émission de radio, mais ça, c'était une autre époque. Mais il y a très longtemps. Ça fait long. Non, mais je pense que notre... Non, c'est vrai que ça me fait plaisir, puis je suis un peu à votre disposition. J'aime bien. Voilà, eh bien, ça nous fait J'aime plaisir. bien. Merci. Écoute, donne bien le bonjour à toute ta petite famille, toute ta petite nouvelle famille. Fais attention aux escabeaux, pense bien à les... Et oui, c'est pas moi qui dois faire attention. Encore good. Encore good. Attends, Franck. Et merci, Monsieur Philippe Roata, d'être venu, malgré le temps pluvieux, d'être venu dans cette émission. Ça va, ça t'a fait plaisir, là? Ah oui, mais on aurait pu terminer par un Bellini. Ah ben, voilà. Très bien. Prosecco et nectar de pêche. D'accord. Et comme le dit si bien Pierre Carpentier, aimons-nous les uns les autres. Avec les autres, il dit non. Ou avec les autres. Allez, comme vous voulez. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Bye bye.